Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de René Rabot, un homme qui peine à subvenir à ses besoins et multiplie les emplois précaires. Il observe avec curiosité ses voisins aisés et se surprend parfois à les envier. Mais le bonheur est-il vraiment dépendant d'un confort financier ? C'est une nouvelle d'Albert Laberge intitulée « Un homme heureux ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme d'un voyage auditif pour s'endormir au son de la pluie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en profiter avec des écouteurs pour une expérience plus immersive. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse quelques instants pour bien vous mettre à l'aise, pour fermer les yeux, pour ajuster le drap ou la couverture. Et si vous êtes sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre. Pendant quelques instants, portez simplement votre attention sur les mouvements de votre respiration. Concentrez à présent votre attention sur le son réconfortant de la pluie qui commence à tomber. Soyez attentifs aux variations de vitesse. Au poids des gouttes qui tombent. Au bruit distinct que les gouttes forment en s'écrasant. À cette mélodie apaisante et réconfortante. Les gouttes de pluie continuent de tomber à leur rythme, sans effort. Avec constance.
Vous pouvez choisir où cette pluie est en train de tomber. Peut-être sur le pavé d'une ville endormie. Sur la terre mouillée qu'elle nourrit. Sur la toile d'une tente. Sur le toit d'une maison. Laissez votre pluie tomber où vous le souhaitez. Continuez de vous laisser bercer par le son de la pluie en portant votre attention à présent sur votre respiration. Sur l'air qui entre et sort de vos narines, sur la quiétude qui s'installe un peu plus à chaque expire. Notez comme la pluie fait ressortir l'odeur des choses. Une odeur fraîche et singulière. L'odeur des trottoirs mouillés. L'odeur de la terre. Tentez du mieux possible d'imaginer l'odeur de cette pluie qui tombe. Tâchez de bien relâcher les épaules et la nuque. Vos hanches. Vos genoux. Et vos pieds.
Et alors que la détente vous immerge, autorisez votre esprit à divaguer. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. René Rabotte avait commencé à gagner sa vie à l'âge de 14 ans. Il était entré comme commissionnaire à l'épicerie Pellado. Afin de se donner une apparence plus âgée, il avait échangé la culotte pour le pantalon. René était le dernier garçon d'une famille de 6 enfants. Après lui, il y avait une fille, Martine. Son père était maçon. Comme tous les gens de son métier, il ne travaillait pas régulièrement. Lorsqu'il était employé, l'on vivait très bien dans la famille Rabotte. Lorsqu'il chômait, l'on s'endettait et l'on vivait moins bien. Dans les bonnes périodes, le père Rabotte donnait parfois le dimanche une pièce de 10 ou 25 sous à l'un de ses enfants. « Tiens, disait-il, va t'acheter quelque chose. » Et le jeune courait à un petit restaurant et revenait avec un cornet de crème glacée ou des bonbons. Jamais il ne leur dit « Tiens, mets ça de côté, et quand tu auras une piastre, tu la porteras à la banque. » La famille Rabotte ignorait ce que c'est qu'un compte de banque. À cette époque, il y avait plusieurs mois que le père était sans ouvrage. Anatole, l'aîné des garçons, apprenait le métier de barbier et gagnait juste assez pour s'habiller. Tréflé était placé dans un cinéma à salaire nominal. Léon accrochait quelques piastres à jouer au baseball pour le club du restaurant Aux Éclairs. Et Clément se cherchait vainement une place. Quant à René, il avait encore 2 ans pour finir son cours à l'école, mais cela ne le tentait pas de se rendre jusqu'au bout. Lorsqu'il annonça à sa famille qu'il allait entrer à l'épicerie Pellado, personne ne fit d'objection. Au contraire, les parents furent enchantés. René commença à travailler à 3 piastres par semaine. Naturellement, parce qu'il était le plus jeune, on lui arracha son argent pour vivre. René passa 10 ans dans cette épicerie, puis elle fut vendue et il dut partir. À ce moment-là, il gagnait 14 piastres par semaine. Maintenant, il était un homme ayant tout près de 24 ans. Pendant ces années, la famille s'était éparpillée. Le père et la mère étaient morts et les enfants avaient pris chacun leur bord. Aucun n'était en train de faire fortune. Presque tous menaient une existence précaire. Au sortir de chez Pellado, René chôma pendant 2 mois, puis il entra à l'épicerie Bougie. À 30 ans, il se maria.
il épousa une veuve de 27 ans. Ce qu'il avait décidé, c'est qu'elle lui avait déclaré qu'elle ne pourrait avoir d'enfant, ayant dû subir une opération. Ainsi, pas de lourdes charges à soutenir. Une vie facile. En se mariant, il se loua un petit logis de 4 pièces qu'il meubla à crédit. Puis voilà que le père Bougie embaucha l'un de ses neveux. Rabot se trouva de nouveau sans place, et pas d'économie. Ce fut une dure passe. Les propriétaires des meubles n'étant pas payés, ils vidèrent la maison. Toutefois, sa femme trouva à s'employer dans un restaurant, et l'on put vivre. 4 mois s'écoulèrent, puis René entra à l'épicerie Larrot. En lui-même, il reconnaissait que c'était dur de se remettre au travail. Quand on a pris l'habitude de se lever à 9 ou 10 heures, de flâner dans son lit, d'aller où l'on veut, c'est pénible de s'atteler de nouveau à une besogne régulière, de s'arracher des draps à 6 heures au son hostile du réveil matin, de balayer le magasin, de grimper des escaliers avec de lourds paniers de provisions, de se hâter vers midi porter des boîtes de soupe, de ne jamais arrêter, et cela pour un petit salaire. Souvent, dans ses courses rue Saint-Hubert ou Cherrier, il voyait des rentiers qui, le matin l'été, s'installaient confortablement dans un fauteuil en avant de leur maison, et passaient là la journée à fumer la pipe ou le cigare, en digérant paisiblement ou en causant avec un voisin aussi fortuné. Pas de travail, pas de préoccupation. Dormir, manger, se reposer, laisser couler les heures. Dire qu'il y a des chanceux qui peuvent vivre cette vie-là. Puis penser qu'il y en a qui pourraient mener une belle existence, s'offrir des distractions, se payer de l'agrément et qui, au lieu de cela, se donnent un mal de chien. N'est-ce pas stupide? Ainsi, M. Aurélier, son propriétaire, il travaillait à un bon salaire dans une compagnie d'assurance. Mais ce n'était pas assez, et le soir, il faisait chez lui des travaux de comptabilité pour des commerçants des environs. Cela pour rajouter à son revenu. Et sa femme travaillait dans un salon de coiffure. Il s'était acheté une maison de 6 logements, les Auréliers, et il voulait la payer. Bien sûr que c'étaient des ambitieux, ces gens-là. Et il ménageait furieusement pour payer les intérêts, les taxes, les assurances, les réparations et les paiements lorsqu'ils devenaient dus. Dire que lui, Aurélier, au lieu de s'en aller se reposer pendant 15 jours au bord d'un lac dans les Laurentides, il passait le temps de ses vacances à peinturer sa maison, à refaire la clôture de sa cour ou à remplacer l'escalier extérieur qui avait fait son temps. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire exécuter ses travaux par un peintre ou un charpentier menuisier? Est-ce qu'il ne faut pas que tout le monde vive? Qu'est-ce qui arriverait si l'on faisait toujours tout le travail soi-même, si l'on n'employait jamais personne? Lui, René Rabot, il ne gagnait pas gros et il travaillait dur, mais il tâchait de vivre comme tout le monde. Le dimanche, et parfois le soir, lui et sa femme allaient au cinéma. Ils allaient voir des amis et les recevaient. Puis au mois d'août, ils partaient pour le lac Tremblant ou Shawbridge, et pendant 2 semaines, ils se baignaient, ils se reposaient, ils dansaient et se distrayaient. Invariablement alors, l'on était en retard pour le loyer, mais Rabot n'était pas embarrassé pour si peu. Le propriétaire, il pouvait attendre. Ces Auréliers, ces gens qui travaillent et ne dépensent rien, ils s'étaient bien pressés de réclamer leur dû, pensait Rabot. Mais l'argent, lui, ne se hâte pas d'arriver, et il faut attendre de l'avoir pour payer. Alors lorsqu'Aurélier lui demandait son terme, Rabot répondait: « Vous comprenez, j'ai pris mes vacances, ça m'a cassé. Les billets de chemin de fer, la pension, les habits, les costumes de bain, les petites dépenses, ça monte vite. Prenez patience, je vous paierai le mois prochain. Puis vous ne devez pas avoir besoin d'argent, vous êtes riche. » Parfois, Aurélier avait la mine inquiète, anxieuse. « Il se fatigue trop à travailler, cet ambitieux-là, » disait Rabot à sa femme. Maintenant, les affaires allaient mal. Les maisons de commerce, les magasins, les manufactures, les usines diminuaient leur personnel, baissaient les salaires.
Nombre d'établissements fermaient leurs portes. Décidément, les perspectives étaient sombres. Des milliers et des milliers de gens étaient sans travail, sans ressource aucune. Partout, c'était la même chose. De toute nécessité, les autorités durent intervenir pour protéger les malheureux, les indigents. On leur alloua des secours et naturellement les taxes furent augmentées. En l'espace de 4 mois, le salaire de Rabot fut diminué 2 fois. Aurélié vit aussi ses appointements considérablement rognés. 2 de ses locataires, 2 ouvriers furent congédiés et devinrent chômeurs. Aurélié avait une figure fort soucieuse. Depuis le commencement de la crise, sa femme avait cessé de travailler, le salon de coiffure qui l'employait n'ayant plus besoin de ses services. Puis un samedi soir, le patron de l'épicerie Larrot annonça à Rabot qu'il ne pouvait plus le garder. Il était incapable de payer plus longtemps le salaire d'un commis. Sans position et pas d'économie, c'était l'hiver. Immédiatement, René se rendit au bureau de secours et donna son nom. Aurélié avait maintenant 3 locataires sans travail qui ne lui payaient aucun loyer, mais la ville lui réclamait des surtaxes pour nourrir ses gens. Chaque semaine, Rabot allait chercher ses bons de secours et il les échangeait à l'épicerie pour des provisions. Au cours de l'hiver, un matin qu'il faisait grand froid et qu'un vent cinglant soulevait la neige et la faisait tourbillonner au-dessus des maisons et dans les ruelles, Rabot se heurta en arrivant au bureau de secours à une vieille femme de 65 à 68 ans qui sortait de là et qui descendait les degrés de l'escalier. Coiffée d'un méchant feutre déformé d'où s'échappaient des mèches de cheveux blancs, elle était toute frêle, maigre, pitoyable. Son pauvre corps était enveloppé d'un mince manteau marron garni d'une fourrure déteinte, jaunie, pelée, d'un léger manteau d'automne à travers lequel passait la bise mordante. « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» dit-elle en l'abordant. « Ils refusent de me venir en aide. Ils disent que je suis trop vieille. Je n'ai pas un sou et je suis seule. J'ai un fils, mais ça fait 15 ans que je suis sans nouvelles de lui. Je ne sais où il est, j'ignore même s'il est vivant ou mort. Pour dire la vérité, je connais des gens qui ne me laisseront pas mourir de faim, qui me donneront bien à manger de temps à autre, mais il me faut payer ma chambre. Je dors dans un petit réduit, grand comme une table, sans fenêtre, une place pour un chien. Mais il me faut payer 1 piastre par semaine pour ce gîte. Chaque samedi, il faut que je paie. Autrement, on me mettrait à la porte. » Parce que son cœur débordait de souffrance et de désespoir, la passante avait raconté sa détresse à un étranger. Puis elle était repartie. Fouettée par la bise qui mordait sa pauvre chair à travers ses minces vêtements, glacée jusqu'aux os, abattue, découragée, chevrotante, lamentable, la vieille femme à cheveux blancs s'éloigna sur la route où le vent qui emportait la neige secouait aussi cette loque humaine. Rabot rattrapa la vieille, puis lui fit une proposition. Si elle n'avait pas de famille, alors il l'accueillerait. Entre pauvres, il faut s'aider. Lui et sa femme vivaient d'un heureux ménage, mais sans enfants. Il pouvait bien adopter une grand-mère. La vieille femme avait emménagé quelques jours après, et ainsi la famille s'était agrandie. Quelques mois plus tard, René et sa femme avaient retrouvé du travail. Sur les conseils avisés de leur grand-mère adoptive, ancienne institutrice, ils avaient fait quelques économies et finirent par monter un petit commerce qui connut rapidement un grand succès. Pendant plus de 20 ans, ils avaient tous les 3 besogné dur pour un petit salaire. Ils avaient dû subir les reproches de patrons exigeants, écouter les récriminations de clients acrimonieux. Maintenant, ils vivaient confortablement du fruit de leur labeur, mais ne portaient toujours aucune importance à l'argent. Pour rebondir, il faut parfois toucher le fond. Bonne nuit. Bonne nuit.